Bon, alors on va commencer. Donc deuxième rencontre de cette matinée avec Fia Ménard, que à nouveau le public de Montpellier connaît bien, avec une création donc intitulée Belle d'hier. Alors, comment commencer à présenter cette pièce et cet artiste? J'ai envie de commencer dans le vif du sujet avec votre création. Vous êtes à lire vos propos. Enfin, je vous avais entendu à la conférence de presse de Montpellier il y a quelques mois. Et vous présentiez votre création en disant qu'effectivement, ce qui vous intéressait, c'est de travailler toute cette imagerie féminine, ces icônes féminines. Et vous disiez alors quelque chose qui m'avait vraiment intéressée, parce que vous disiez finalement on est un peu dressé, enfin en tant que petite fille, en tant que femme, on est un peu dressé comme un animal à devenir belle, à rêver d'être princesse, attendre son prince charmant. Enfin, je dirais que finalement le dressage pour une danseuse, on est aussi un peu dressé autrement. Donc finalement, il s'agit toujours de dressage, de préjugés et de suggestions, quoi, enfin, répondre à une idée préconçue, un mythe, comme vous dites. Et finalement, ce qui est intéressant avec vous, Fia Ménard, on va parler très directement de l'essentiel, c'est que vous, comme vous n'avez pas toujours été femme, effectivement, ce discours-là, vous ne l'avez jamais entendu enfant. Donc ça m'avait complètement frappé quand vous parliez de ça. Voilà, donc on se dit, c'est intéressant justement qu'une artiste comme vous aujourd'hui s'intéresse à ces questions. Donc je vais vous laisser la parole, puisque c'est quand même l'idée que le public préfère entendre l'artiste. Et donc je préfère vous lancer simplement sur cette question. Pourquoi tout à coup cette mythologie, cette histoire de presque ancestrale de petite fille qui va devenir une belle princesse, etc. Comment vous vous êtes emparé de ça? Bon, déjà, bonjour. Euh, parce parce qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'on s'empare des choses soit par nécessité, soit par contrainte. Là, en l'occurrence, c'est une contrainte. Comme vous le dites, j'ai pas été petite fille, j'ai été petit garçon et on m'a appris à être un garçon. En tout cas, on a essayé de m'apprendre à être un homme. Et je peux dire deux choses, c'est que finalement, quelle est de la part de mon conscient ou de mon inconscient qui a refusé, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je m'aperçois qu'aujourd'hui, ça me propulse dans une question autre, c'est que j'appartiens au monde des femmes. Et je dis au monde, parce que finalement, je suis obligé de constater que ce sont deux mondes qui cohabitent. Ces deux mondes qui coexistent dans un espace commun qui est cette planète. Alors, suivant les pays, suivant les cultures, suivant les religions, les rapports sont différents, mais finalement, je suis bien obligé de tenir compte d'une chose, c'est que mon rapport à l'espace a changé parce que je suis une femme. Mon rapport à l'espace a changé parce qu'avant, j'étais dans le rapport du chasseur et je suis rentré dans le rôle de la proie. Malheureusement, je suis obligé de le dire comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore quelques années, je pouvais traverser une nuit seule une ville et j'étais assez tranquille. Maintenant, je m'aperçois que j'ai quand même le droit à quelques discours plus ou moins galants et plus ou moins graveleux et très souvent particulièrement maladifs. Donc, bon, voilà, le constat, il est là. Ce que je veux dire, je ne vais pas tirer de traits plus forts que ça, mais ça fait partie de la société. Donc, quelque part, s'intéresser au mythe du prince charmant, on a essayé de me dire, tu seras un jour tu seras le prince charmant. Et donc, on m'a dit, ben voilà, tu seras le sauveur. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que sous ce fond de cette question du mythe? C'est le mythe, on dit, un jour ton prince viendra. Ça veut donc dire qu'on dit à la femme, tu seras sauvée par un prince. Alors bon, ça c'est typique de la société hétéropatriarcale.
qui a besoin que l'homme sauve la femme et que la femme soit sauvée par l'homme. Ça, c'est vraiment certain. Après, ce qui, pour moi, m'a intéressé et m'oblige, finalement, à m'intéresser à ce sujet-là, c'est les dégâts collatéraux que ça provoque. Je veux dire, je regarde la société, je lis, voilà, nous sommes que héritiers d'une histoire, et cette histoire, on essaye sans arrêt de comprendre finalement pourquoi nous sommes arrivés là et pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin. Donc ça, ce sont des éléments. Et je pense que dans cette question aussi du prince charmant et du sauveur, c'est de dire mais pourquoi sauver? Alors je me suis intéressé à me dire mais finalement, il faut revenir à la base, c'est les parents, finalement le couple qui donne naissance à un enfant se retrouve face à un dilemme, c'est que finalement le premier jour de la naissance, c'est le premier jour d'accepter la mort. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut se confronter à ce propre dilemme de dire à son enfant, on t'aime, mais on a une mauvaise nouvelle, c'est que en fait, il y a un truc, c'est qu'à un moment, nous, on ne sera plus là. Et il y a encore une autre mauvaise nouvelle, c'est que pendant un temps, tu crois que tu es immortel, pendant un temps, tu comprends que tu es mortel, mais on passe notre vie à ne pas l'accepter. Et quelque part, on se dit, et peut-être c'est le rôle du parent, de dire, mais tu sais, tu trouveras quelqu'un qui va nous remplacer, tu as trouvé quelqu'un qui va te faire oublier la mort, et c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc, à cet endroit-là, ben voilà, il faut peut-être assumer de dire, en fait, tout part d'un quiproquo un peu bizarre, c'est qu'on donne la vie, mais on donne la mort, et qu'à un moment, eh ben, on a du mal à assumer que, ouais, si on confronte quelqu'un à sa propre réalité, ce qu'elle va devoir vivre, choisir de vivre, comment vivre. Alors on a inventé un mythe qui était de dire, bah, tu vas être sauvé. Et ça fait partie aussi bien de la religion que ça fait partie aussi bien que de la société en elle-même, de dire, voilà, tu vas être sauvé par quelqu'un d'autre, alors que, en gros, lorsqu'on se noie, c'est nous-mêmes qui arrivons à nous sauver de nous-mêmes. Et ce sont les bons nageurs qui se noient, c'est comme alors votre pièce, votre création, comme il s'agit donc de princesse, de belle, enfin le titre de votre pièce a le mérite d'être explicite, c'est Belle d'hier. Donc au moins, proum, déjà le mythe tombe d'emblée. Alors l'idée, enfin moi ce que j'ai trouvé intéressant d'emblée, c'est que ça commence, enfin on en parlera un peu après, par un bal. Donc c'est vraiment toute l'imagerie féerique de la princesse du bal. Et donc le bal, évidemment, c'est le moment par excellence de fête, mais avec le titre choisi de votre création, enfin le ton est donné, c'est que la fête est finie tout de suite. Enfin, à vrai dire, elle commence même pas. Donc c'est la fête est finie, les révolutions sont inachevées, comme vous l'avez écrit, j'ai pu le lire, et vous parlez de cette génération-là en disant que bon, bah voilà, il n'y a plus tellement de place pour le rêve. Enfin, ce rêve-là, en tout cas. Mais moi, ce qui m'intéressait, en fait, ce qui m'intéresse toujours dans votre travail, c'est qu'au-delà des questions de genre, bien évidemment, des questions de hommes, femmes, enfin, de toutes ces questions humaines, hein, j'avais un peu envie de vous faire parler justement sur ce côté relationnel, puisque vous disiez que vous aviez donc, vous traversez une ville la nuit, et selon, c'est pas du tout le même rapport aux gens que vous pouvez rencontrer cette nuit-là. Et en fait, moi, je me suis dit, ce qui est quand même assez intéressant dans votre travail, c'est à la fois, il y a cette utopie de vouloir tout reconstruire, même si les révolutions sont inachevées, et donc on sait qu'on va mourir, et en gros, c'est déjà, comme je disais, la fête est finie, et c'est déjà pas très très joyeux finalement. Mais à la fois, vous essayez de reconstruire malgré la difficulté, et à la fois, comme vous savez aussi que c'est un peu impossible vu votre titre un peu, disons. Enfin, rabat-joie, ou sans être rabat-joie, je cherche le mot, en tout cas cynique ou réaliste plutôt. Vous essayez plutôt, je trouve, de
de mieux habiter le monde qu'on habite plutôt que de le reconstruire. Enfin, il y a un peu une part des deux. Et ça, on en parlera après avec ce qui est donné à voir dans vos pièces. Enfin, ça se voit sur le plateau et dans vos pièces. Donc, c'est vraiment l'idée, bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas drôle, belle d'hier. Et puis une espèce de vitalité presque désespérée à continuer de reconstruire et de mieux habiter. Ça me bluffe dans vos spectacles, en fait. Donc, comment vous pouvez expliquer cette espèce d'énergie et d'utopie à continuer autrement pour, Déjà, je vais éclaircir un point, c'est sur Belle d'hier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les Belles d'hier. Alors, les Belles d'hier, en fait, c'est simple, c'est les passionnés de vieilles voitures. C'est les collectionneurs de belles voitures, des voitures anciennes, ils appellent ça les Belles d'hier. Et en général, sur les photos, il y a toujours une femme. Remarquez que ce soit une moto ou que ce soit pour n'importe quel produit, on s'est aperçu que tous les produits de la planète ont été inventés pour les femmes, puisque de toute façon, il y a toujours une femme sur la photo. Ça doit être ça. Ou alors j'ai mal compris. Donc, la révolution, finalement, des révolutions inachevées, mais on passe notre temps à faire des révolutions. Ce que je veux dire, c'est qu'on accepte de se réveiller tous les jours et c'est déjà une première révolution. On accepte de ne pas tuer son voisin tous les jours et finalement, c'est encore une nouvelle révolution. Donc, nous ne passons notre temps qu'à accepter de contraindre nos révolutions et de les remettre au lendemain. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est peut-être un peu délicat, mais quand vous avez fait le choix radical de changer de sexe, finalement, y a-t-il le choix plus radical après que la mort? Je ne crois pas. Donc une révolution, c'est rien. C'est se dire qu'on peut peut-être tenter de changer les choses, c'est au moins ce qui nous permet de continuer à nous lever en nous disant on va y aller. Alors Belle d'hier, voilà, il y a cet élément-là, cette question, c'est de dire sans arrêt, j'ai envie que dans cet espace que je nomme théâtre, comme vous, dans cette société où il y a des théâtres, c'est cet endroit qui nous préserve encore une nouvelle fois de la destruction. Et ça, on le sait. Ce que je veux dire, c'est que le théâtre est un endroit où l'imaginaire est préservé jusqu'à preuve du contraire, même si on sait que c'est difficile et que parfois, il faut vraiment se battre. Mais c'est l'endroit où on peut encore rêver le monde. C'est l'endroit où on peut encore rêver les relations et pas uniquement vénérer les anciennes. Donc c'est vrai que Belle d'hier a un peu cette... Voilà, quand je dis, voilà, les interprètes, je les appelle les rageuses et j'espère qu'elles nous feront peur. J'espère qu'on aura peur pour elles, mais qu'on aura peur d'elles. C'est l'envie aussi de dire qu'à un moment, on inverse la donnée. C'est que la proie devienne chasseuse et que le chasseur devienne la proie. Et qu'on s'inverse à des jeux et que ça devienne, je sais, c'est difficile à accepter, monsieur, mais c'est un petit jeu intéressant à vivre. Là, c'est des formes d'utopie, je suis d'accord. Mais il n'y a que l'utopie qui continue à nous faire vivre. Et puis après, ce que je veux dire, ce qui nous sauve, c'est notre imaginaire. Donc c'est vrai que moi, j'essaie de provoquer un imaginaire qui n'est pas consensuel. Je suis nourri de science-fiction, je suis nourri de réalité, je suis nourri... et j'ai envie à chaque fois de me dire, mais si le théâtre était une drogue dure, ce serait génial. Et que finalement, on avait besoin du théâtre au quotidien et qu'on jette notre télé par la fenêtre en se disant, je vais au théâtre parce que je suis en manque. Alors c'est une réalité. Pour, voilà, je pense ceux et celles qui sont là, on a une réalité, c'est que le théâtre nous est nécessaire dans la société. Mais comment faire que ce théâtre soit nécessaire à tous? C'est la même question que Jean Vilar se posait et bien d'autres, mais c'est celle que nous devons continuer à affirmer. Alors, ça veut dire s'amuser à malmener le spectateur, et je sais que Belle d'hier va vous malmener. Elle va vous demander. Mais c'est tout l'inverse de ce que la société voudrait nous donner. Ce que je veux dire, on en voit hein, des shows, des spectacles que je vais même affirmement dire que c'est de la merde et qui sont des produits marchands et qui sont purement là pour consommer et nous faire
Voilà, comme McDo, sauf que vous sortez de McDo, au bout d'un quart d'heure, vous avez faim. Sortir d'un spectacle, si au bout d'un quart d'heure, vous l'avez oublié, c'est chiant. C'est de la merde. Donc, il faut affirmer des choses et il faut, dans ce cas-là, provoquer, il faut aller chercher. Et il faut aller chercher le sens. Il faut aller chercher là où ça nous tiraille. Il faut aller chercher là où ça nous parle à nos tripes, là où ça nous dérange, là où le soir même, on rentre et on se dit « ça, je ne pourrais pas l'évacuer et même si ça m'emmerde, ben, il faut que je suis obligé de l'assumer. » Je veux dire, c'est que je vous oblige à assumer ce que moi j'ai dû aussi assumer, c'est de dire à un moment, bon, bah, j'ai pas le choix, je ne suis pas un homme, j'arrive pas à être un homme, bah, peut-être que je suis une femme, il faut que j'essaie d'être une femme. Bon, bah, je cherche. Alors je travaille cette question, mais je la travaille sur scène avec une question qui est, j'espère, loin du pathos, mais proche d'une question simple humaine, c'est qu'on n'a pas choisi de naître, on est là. On essaie de vivre ensemble et on essaie de se dire, profitons, jouissons. Alors que ces 5 cirageuses dont vous parlez, donc vos interprètes, elles sont 5. Elles sont 5 sur le plateau. Donc vous nous annoncez quelque chose d'un peu dur, enfin dans vos propos. Vous parlez de malmener le spectateur. Donc bon, de toute façon, on va tous la découvrir, hein, cette nouvelle pièce. Mais justement, quand vous parliez d'espace utopique, donc de la scène, ou pouvoir créer autrement, vivre autrement, enfin le temps d'une expérience, le temps de la pièce. Précisément, j'aimerais bien revenir un peu sur vos pièces et les espaces de vos pièces, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez, d'extrêmement singulier et qui caractérise votre travail. C'est que la scénographie, l'inventivité, l'imaginaire qui se déploie donc sur scène est toujours quand même assez incroyable. Enfin, c'est-à-dire que vous aviez fait des pièces qu'on a vues qui étaient passées. Enfin, on avait découvert à Montpellier cette pièce avec la glace. Donc c'était PPP, me semble-t-il. Cette pièce aussi inoubliable, l'après-midi d'un feu, je ne sais pas trop comment on prononce ce nom du vent, avec ce sac en plastique où c'est de la danse à l'état pur, du mouvement pur, qui pourrait durer toujours, complètement envoûtant. Enfin, c'était absolument incroyable. Et là, donc effectivement, puisque vous parlez toujours, il y a vraiment un côté très ancré dans le réel et dans la matière, en fait, dans votre travail. Et là, donc, je lis et je vous ai entendu dire que vous entamez en fait une nouvelle recherche où là, il est plutôt question d'eau, de vapeur, enfin vraiment de cet élément d'eau. Et bon, voilà, donc j'aimerais bien en fait vous entendre sans raconter le dispositif ou sans le décrire, raconter cette scénographie, cet univers plutôt que vous créez, qui est quand même un appel d'air complètement inouï et qui est vraiment comme un milieu en fait. Même si avec le théâtre, il y a le côté scène publique, quand même, toujours avec vos créations, on est complètement, en fait, je dirais, je ne sais pas comment le dire autrement, dans un milieu, un univers que vous avez créé, comme très plastique, comme une installation, en fait, un environnement. Et ça, c'est quand même quelque chose que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, en fait, dans votre travail de pièce en pièce, très, très singulier. Donc ce milieu où les rageuses ont habité. Ouais. Bon, ça c'est une série de pièces. En effet, vous avez parlé pièces de glace. Il y a eu PPP, il y a eu Black Monody. Après, il y a eu les pièces du vent. En effet, l'après d'un feu version 1, l'après d'un feu, puis Vortex. Ce qui m'intéresse finalement dans ces matières, donc là, l'eau et la vapeur, c'est que ça nous appartient. Je veux dire, c'est que dans la question de comment communiquer avec l'autre, il faut bien avoir une langue commune ou une matière commune. Alors c'est vrai que pour les lettrés, le texte est souvent une matière commune. Là, en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est de toucher finalement tout le monde. Et là, c'est une forme d'utopie. Mais
toucher tout le monde, c'est dire tout le monde a déjà touché de l'eau à peu près tous les jours pour se laver, boit de l'eau. Tout le monde touche de la glace, voit de la glace. Tout le monde a une relation au vent. Tout le monde a une relation à ces matières qui sont les matières de la permanence. Et parce qu'elles sont permanentes, on les oublie. Et moi, je passe mon temps à les ramener en disant, vous avez vu, on est dans cet espace-là, là, on est dans l'air. On l'oublie complètement, mais finalement, il y a de l'air. Donc, c'est le premier vecteur. Après, c'est sûr que là, voilà, cette série de pièces que je commence, parce qu'il y a plusieurs pièces qui vont s'enchaîner sur cette matière, l'eau et la vapeur. La première, c'est l'eau froide, puisque Belle d'hier, en effet, voilà, pas de secret, j'ai décidé de congeler et de partir. Voilà, l'idée, c'est que je vais congeler le mythe et on va le regarder se transformer en serpillière. Donc, comment, d'un seul coup, le prince charmant, bien beau au départ, et se transforme en une vulgaire serpillière, et finalement, c'est la désillusion, et c'est bien ça la réalité. Le mythe n'est fait que de désillusions, c'est pour ça qu'on se recrée des mythes. Voilà, on en crée tous les jours parce qu'on a des désillusions. Là, en l'occurrence, la matière est à moins 25 degrés et les performeuses travaillent avec une température de moins 25 degrés jusqu'à 25 degrés. Donc, elles ont un choc thermique de 50 degrés, ce qui provoque une vapeur. Cette vapeur est une vapeur non pas à 100 degrés, mais est une vapeur à une vingtaine de degrés. Ce qui permet aussi de réaliser une observation, parce que je pense aussi qu'il y a une question importante, c'est le temps. Quand je dis je malmène le spectateur, c'est que souvent on me dit ça met du temps à démarrer, tout ça, mais on est tellement dans une société d'hyperconnectivité, d'hyper-rapidité qu'on oublie que d'un seul coup, il n'y a que quand on commence à avoir un peu un point au cœur où on commence à s'arrêter en se disant je reprends mon souffle. Et là, on prend le temps. C'est rare. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse un effort maintenant pour arriver à sentir ça. Alors que finalement, c'est quelque chose qui se fait très simplement. Là, voilà, l'eau, la vapeur, c'est aussi partir d'une idée très simple, c'est que depuis vraiment très longtemps, on parle de mythes et aussi d'histoires très anciennes, hein, on associe toujours les hommes au chaud, au sec, et on associe les femmes à l'humide et au froid. Tout simplement parce que l'homme a le sperme qui lui donne la vie, alors que la femme a des règles et donc perd du sang et donc sacrifie du sang, donc est obligée de se laver et tout ça. Donc ça, c'est des vraies mythologies dans lesquelles la religion s'est injectée, s'est jetée et nous malmène depuis des siècles et des siècles. Donc après, à chacun sa liberté de voir comment on a envie de le voir. Moi, je le vois comme finalement une aberration simple. Énergétiquement, oui, physiquement, les corps sont différents, la masse musculaire est différente, mais finalement, remontons peut-être, et c'est là où il faut relire des personnes comme Françoise Héritier, remontons un peu à l'âge des cavernes. Finalement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, la femme est devenue cueilleuse et que l'homme est resté chasseur? C'est que les animaux étaient plus alertés quand les femmes avaient leurs règles, et que du coup, on avait considéré que voilà, c'était le problème. Mais c'était qu'un problème à l'époque où l'homme n'était pas dominant sur l'échelle de la planète. C'est tout. Ça fait longtemps qu'on a résolu cette histoire, donc ça fait longtemps qu'il faut arrêter avec ces bêtises. Après, Belle d'hier, elles sont 5, je n'y suis pas, elles sont là. Elles sont là, elles sont toutes des femmes qui ont vécu, elles ont vécu leur histoire, des actrices, des danseuses, des performeuses, des gens qui n'ont jamais fait de scène. Et qui se retrouvent face à une matière et dans un rapport choral, c'est-à-dire que la matière est tellement violente qu'elles ne peuvent pas y aller seules, qu'elles ne peuvent être qu'ensemble, qu'elles ne peuvent que assumer la douleur, ou en tout cas dépasser la douleur, que parce qu'elles savent partager. Donc, elles ont cette force. C'est pour ça que je dis ce sont des rageuses. C'est qu'à un moment, on comprend qu'elles ne sont que 5, mais finalement, si nous avions la capacité, les femmes, de nous associer à ce point-là, la révolution, elle serait certainement faite, très fortement, parce qu'il y en a les moyens. Donc voilà, c'est à cet endroit-là que ça m'intéresse de travailler sur des symboliques. Le froid, l'humide, là je l'inverse, parce que le froid, l'humide, on va le prétexter que, très paradoxalement, comme un enfer, alors que ce n'est pas l'enfer. C'est doux, on a besoin de l'humide. On a besoin de... Moins 25 degrés, bon, c'est pas l'enfer.
c'est une manière de voir. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'imaginaire, moi, je me pose souvent la question, je me dis, mais mince, quand j'étais enfant, j'avais un grand rêve, c'est de me dire que finalement tous les continents n'avaient pas été découverts et que j'aurais aimé vivre ces aventures, de partir et de me dire, allez, on part à l'aventure, on ne sait pas. Comme disait Marguerite Duras, un voyage, c'est pas maintenant 8 jours, on fait le tour du monde en avion, c'est plus un voyage. Un voyage, c'est en effet transpirer l'espace et percevoir. Et c'est vrai que je me dis, ceux qui découvraient des continents, et puis c'est quand même ce qui nourrit pour nous des belles histoires. Alors malheureusement, la plupart du temps, ça a été écrit par les hommes, parce qu'on a toujours regardé de ce côté-là, mais il y a eu des aventurières aussi. Et c'est vrai, je me dis aujourd'hui, ben voilà, qu'est-ce qui nous reste comme espace? Ben, c'est l'espace qui est au-dessus. Donc voilà, là, c'est grand, hein, là, il y a de l'espace. Hein. Donc on a à découvrir, on a de la marge pour l'imaginaire. Mais c'est vrai que j'ai envie de ça. Donc j'ai envie, finalement, quand je crée une scénographie, de dire que c'est un espace et que c'est un continent à découvrir, que je vous laisse découvrir. Ce sont des continents qui ont des symboles, ce sont des continents qui ont des codes, qui ont des apparences particulières, mais ils sont pour vous permettre d'oublier ce monde, d'échapper au monde et de rentrer dans un nouveau monde. Parce que l'important, c'est ça, c'est de dire, on a besoin de rentrer dans un autre monde. Et pour moi, de faire que le théâtre, voilà, vous êtes tous et toutes des spécialistes du théâtre, comme sont la plupart des spectateurs, parce qu'on a des références, parce qu'on regarde la télé, parce qu'on lit, parce qu'on a de l'image. Et donc, il faut essayer sans arrêt de se dire, mais à quel endroit on n'est pas allé? Et moi, j'aime aller là où je ne suis pas allé, parce que j'ai besoin de vivre des expériences. Donc, j'essaie de vous faire partager cette expérience par par des scénographies. Alors, c'est vrai que, allez, vous allez avoir un peu froid, mais pas longtemps. Mais je pense qu'après, vous allez transpirer, c'est une forme de vapeur. Et puis après, on ira s'hydrater, on ira boire un verre, et puis ça ira. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se finir. Donc juste avant, on va proposer au public de vous poser des questions parce que je pense qu'ils ont envie. Mais effectivement, enfin, je voulais insister donc sur ce côté d'émotion et d'imaginaire, donc qui est aussi créé par les corps là, de ces 5 rageuses ou d'autres dans d'autres pièces. Mais voilà, enfin moi, j'aimerais vraiment souligner cet aspect où en fait, toutes vos pièces en créant vraiment un autre monde très ancré dans le réel, puisqu'il s'agit d'éléments qu'on touche, qu'on respire tous les jours, nous-mêmes. C'est ça, en fait, ce que je trouve assez magique, c'est que ça ne s'adresse pas du tout à l'intellect, c'est que c'est vraiment des paysages, des images fortes, et du coup, ça s'adresse en fait à nos fantasmes, à notre imaginaire, à des choses qui viennent vraiment comme si ça réveillait des choses vraiment de très loin, et c'est pour ça, en fait, que je pense que c'est comme un choc, quoi. Ça s'adresse vraiment directement à nos angoisses profondes, en fait, et à nos rêves profonds. Et là, bon, bref, c'est quelque chose que je trouve merveilleux chez vous. Donc, je le dis pour conclure. Ouais, non, mais c'est essayer de... Moi, je sais pas vous, mais... Moi, j'ai besoin qu'on me rappelle à la vie tous les jours. Et je cherche tous les jours à aimer ce monde. Donc, j'essaie de capter les choses qui, d'un seul coup, me font vibrer, avoir une émotion et me dire c'est bon, je peux m'arrêter. Je sais pas, c'est un peu comme une frustration, c'est de me dire est-ce que j'ai eu le temps de tout découvrir, de vivre toutes les expériences? Je veux dire, c'est pour ça que je m'attaque aussi à des tabous sans arrêt, parce que à des formes préconçues, parce que finalement c'est l'endroit où peut-être j'ai gardé mon âme d'enfant. Enfant, on passe notre temps à vouloir aller là où on nous dit non, où on passe notre temps à refuser d'obéir. À un moment, on est sans arrêt là-dedans. Puis à un moment, on se conforme. Et finalement, on se conforme à rester dans les marques dans lesquelles on nous a données, les frontières. Et du coup, ça pose des questions pour moi qui sont celles qu'on vit dans la société au général. C'est-à-dire de dire, bon, alors toi, tu as le droit d'être là, mais moi, j'ai pas le droit d'être là. Pourquoi lui ou elle n'aurait pas le droit d'être là? Quel est le... Et c'est vrai que toutes ces questions, presque on pourrait dire naïves, quand on devient adulte, eh ben, j'ai envie de revendiquer que nous manquons de naïveté.
de la bonne naïveté, celle de dire je suis prête à apprendre. C'est comme goûter quelque chose, quoi. À un moment, on refuse, puis à un moment, soit on refuse jusqu'au bout et on est vraiment, voilà, on fait les vieux cons, ou alors on se dit tiens, je vais peut-être essayer. Je vais peut-être me rendre compte que finalement, c'est pas si dangereux et peut-être que je vais découvrir quelque chose de moi. Mais se découvrir soi-même, c'est quelque chose de dangereux, c'est en effet. Alors j'aime bien essayer de vous faire vous découvrir, ou en tout cas d'essayer de faire quelque chose qui puisse vous faire vous découvrir sur une autre facette de vous-même, ou découvrir l'autre. Que ça laisse. Si l'art était fait, du moins, l'art est quelque chose pour moi qui ne doit pas faire qu'on ressorte indemne. À chaque fois qu'on voit une œuvre, à chaque fois qu'on voit quelque chose, ça nous marque et on se demande pourquoi ça nous marque. Mais c'est ça qui est important. Donc, la création que nous allons bientôt découvrir. Est-ce qu'il y a quelques questions pour finir? Parce qu'on a largement dépassé le temps. Oui, Fia, mais avec tous ces rêves, ces envies de découvrir, de voyager, de changer, d'expérimenter, de faire des choses différentes, nouvelles, d'avoir un autre regard sur les relations. On peut s'étonner même que tu continues à travailler, ou même que tu reviens à ce rapport frontal entre la scène et la salle, qui est aussi l'expression d'un système. C'est un rapport qui a été inventé aussi à une époque où les femmes n'avaient pas grand-chose à dire, qui exprime aussi cette manière-là de concevoir les rapports. Donc, est-ce que tu n'as pas un rêve aussi d'aller au bout de ta révolution un jour et de faire exploser tout ça aussi complètement? Tu veux dire de faire brûler le théâtre? Je sais pas. Il faut que je discute avec Gisèle et Jean-Paul, là, parce que si on brûle l'opéra, je pense qu'on va avoir des ennuis. Oui, brûlons tout. Non, mais bien sûr. Parce que je veux dire, bien sûr, c'est évident qu'on a envie de se défaire de tous les espaces. En même temps, ce que je peux dire, c'est que par rapport à Belle d'hier, je suis très contente du choix qu'on ait fait d'aller à l'opéra. Parce que c'est quand même l'endroit du mythe. C'est vraiment le château. C'est quand même l'endroit où on a créé les plus grands mythes classiques qui ont été créés à cet endroit-là. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu es sous cette coupole, je regardais, tu vois les grands noms de grands auteurs, d'ailleurs il n'y a que des hommes, et d'un seul coup, tu regardes les dessins, tu vois les peintures, tout ça. J'adore de me dire que Belle d'hier soit dans le château et qu'on est des folles incontrôlables dans un château. Et qu'elles rappellent qu'on les a cantonnées à l'hystérie, qu'on les rappelle et qu'elles sont là pour rappeler que non. Non. J'espère. Oui, ça peut pourrir. Quelqu'un a une autre question à poser? C'est une question, à mon avis, qui va poursuivre celle qui vient d'être posée et à laquelle vous avez répondu. C'est à propos de la place que vous avez adoptée, celle de ne pas être sur la scène et d'avoir ce regard extérieur. Et je me suis demandé si d'adopter cette place n'avait pas été la possibilité pour vous d'avoir à la fois le regard qui est cultivé par la part masculine dans laquelle vous aviez été éduqué et de développer la part féminine dans laquelle vous êtes transformé. Alors, je trouve que c'est super intéressant. Je vais y réfléchir parce que alors là, ça me pose une vraie question. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant de savoir à cet endroit-là. Bon, déjà, pour éclaircir la place que je prends, si je me suis mise à l'extérieur, c'est qu'il me semblait évident par rapport à ce sujet-là qu'il ne fallait pas me chercher. Il ne fallait pas me chercher sur scène. Et aussi pour une histoire aussi de rupture, c'est-à-dire de dire, bon, trop facilement, on imagine que ce que j'écris est une part de ma biographie. Et je pense qu'à cet endroit-là, ce n'est pas ma biographie comme Vortex n'était pas ma biographie. C'est une aventure et c'est une vision, finalement, du monde. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit, je ne voulais pas qu'on me cherche au milieu d'elle et je ne voulais pas non plus
pour une raison, je pense, philosophique propre, c'est que je suis toujours une femme en devenir alors qu'elles ont toujours été femmes. Elles ont vécu de A à Z cette question de la question de l'identité d'une femme dans la société, sachant que dans la société, on positionne les femmes sans arrêt face à la question « définissez-vous ». Donc, il était pour moi d'ordre absolu que ça ne pouvait être que des femmes qui ont toujours vécu dans cette relation et qui n'ont pas eu de question d'identité à cet endroit-là. Après, est-ce que, en effet, d'être extérieur, ça me met dans un regard masculin? Ce que je peux dire, c'est que dans l'étape, le processus de travail qui s'est fait, il y a quelque temps de ça, il y a à peine même 10 jours, on a refait la pièce de A à Z. On a recommencé à zéro, comme j'avais fait pour PPP, sauf que là, au lieu de 5 jours avant, c'était 10 jours avant, ce qui était bien. Ça, bon, alors c'est sûr que ça fait un peu peur à tout le monde, parce que quand vous annoncez, je me suis planté totalement, on recommence. Et je m'étais trompé parce que justement, j'avais demandé finalement à ces femmes d'exprimer quelque chose qui n'était pas d'elles. C'était une certaine forme de violence, mais qui était une forme de violence qui n'existe pas chez les femmes. Qui finalement, pour moi, existe parce qu'on m'a transmis, dans mon éducation, il y a, au moment de la puberté, on m'a dit, petit garçon, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu arrêtes de pleurer, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois machin. Et donc, le rapport de la violence est différent. Et puis voilà, on fait une petite répétition comme ça, et il y a une femme que je croise à la fin de la répétition qui est là, qui est dans la salle pour voir cette répétition, et qui me dit, mais moi, face à la violence, je donne encore plus d'amour. Je serre la personne dans ses bras, tout ça. Bon, ça me distingue un peu. Puis déjà, la deuxième chose qu'elle me dit, oh là, c'est génial, ça ressemble à mon film préféré, c'est La machine à remonter le temps. Et quand je me suis souvenu ce que c'était que ce film et gros navet que c'était, je me suis dit, oh la vache, waouh, j'ai dû vraiment planter là. Et puis la dernière, c'est je discutais avec une autre femme et elle me dit, mais moi, je demande aux hommes de s'émanciper. Et là, je suis arrivé en loge, j'ai fait, on recommence à zéro. Laissez-moi 24 heures, j'ai besoin de recommencer. Et donc, voilà, la question, elle est peut-être là. C'est en effet, je suis peut-être en train de m'émanciper de mon histoire de garçon, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout du deuil. Et d'assumer une autre part. Après, d'être à l'extérieur, de regarder, c'est... Voilà... C'est finalement peut-être la première fois où je me sens femme et avoir enfanté quelque chose que je laisse partir. Où je sais que là, ça y est, je suis ici et j'ai coupé le cordon ombilical et que je sais que cette pièce, elle part sans moi. Que c'est un bout de moi, que c'est moi, mais ça part. Et j'espère qu'elle soit incontrôlable, ce serait mon rêve. C'est-à-dire qu'à un moment, elle me revienne à la figure en me disant « Mais qu'est-ce que tu as encore fait ?» J'espère. Bon, je crois que là, on ne va rien ajouter. J'interdis toute autre question. Voilà. Merci beaucoup, Merci Fia. à vous.